Chapitre 71 du comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Le comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 71. Le pain et le sel. Madame de Morcerf entra sous la voûte de feuillage avec son compagnon. Cette voûte était une allée de tilleuls qui conduisait à une serre. Il faisait trop chaud dans le salon, n'est-ce pas, monsieur le comte dit-elle. Oui, madame, et votre idée de faire ouvrir les portes et les persiennes est une excellente idée. En achevant ces mots, le comte s'aperçut que la main de Mercédès tremblait. Mais vous, avec cette robe légère et sans autre préservatif autour du cou que cette écharpe de gaze, vous aurez peut-être froid, dit-il. Savez-vous où je vous mène dit la comtesse, sans répondre à la question de Monte Cristo. Non, madame, répondit celui-ci, mais vous le voyez, je ne fais pas de résistance. À la serre que vous voyez là, au bout de l'allée que nous suivons. Le comte regarda Mercédès comme pour l'interroger. Mais elle continua son chemin sans rien dire, et de son côté Monte Cristo resta muet. On arriva dans le bâtiment, tout garni de fruits magnifiques qui, dès le commencement de juillet, atteignaient leur maturité sous cette température toujours calculée pour remplacer la chaleur du soleil, si souvent absente chez nous. La comtesse quitta le bras de Monte Cristo et alla cueillir à un cep une grappe de raisin de muscat. Tenez, monsieur le comte, dit-elle, avec un sourire si triste que l'on eût pu voir poindre les larmes au bord de ses yeux. Tenez, nos raisins de France ne sont point comparables, je le sais, à vos raisins de Sicile et de Chypre, mais vous serez indulgent pour notre pauvre soleil du Nord. Le comte s'inclina et fit un pas en arrière. Vous me refusez, dit Mercédès d'une voix tremblante. Madame, répondit Monte Cristo, je vous prie bien humblement de m'excuser, mais je ne mange jamais de muscat. Mercédès laissa tomber la grappe en soupirant. Une pêche magnifique pendait à un espalier voisin, chauffé, comme le cep de vigne, par cette chaleur artificielle de la serre. Mercédès s'approcha du fruit velouté et le cueillit. Prenez cette pêche alors, dit-elle. Mais le comte fit le même geste de refus. Oh, encore, dit-elle, avec un accent si douloureux qu'on sentait que cet accent étouffait un sanglot. En vérité, j'ai du malheur. Un long silence suivit cette scène. La pêche, comme la grappe de raisin, avait roulé sur le sable. Monsieur le comte, reprit enfin Mercédès, en regardant Monte Cristo d'un œil suppliant, il y a une touchante coutume arabe qui fait amis éternellement ceux qui ont partagé le pain et le sel sous le même toit. Je la connais, madame, répondit le comte, mais nous sommes en France et non en Arabie, et en France il n'y a pas plus d'amitié éternelle que de partage du sel et du pain. Mais enfin, dit la comtesse palpitante et les yeux attachés sur les yeux de Monte Cristo, dont elle ressaisit presque convulsivement le bras avec ses deux mains, nous sommes amis, n'est-ce pas? Le sang afflua au cœur du comte, qui devint pâle comme la mort. Puis, remontant du cœur à la gorge, il envahit ses joues et ses yeux nagèrent dans le vague pendant quelques secondes, comme ceux d'un homme frappé d'éblouissement. Certainement que nous sommes amis, madame, répliqua-t-il. D'ailleurs, pourquoi ne le serions-nous pas? Ce ton était si loin de celui que désirait madame de Morcerf qu'elle se retourna pour laisser échapper un soupir qui ressemblait à un gémissement. Merci, dit-elle, et elle se remit à marcher. Ils firent ainsi le tour du jardin sans prononcer une seule parole. Monsieur, reprit tout à coup la comtesse après 10 minutes de promenade silencieuse, est-il vrai que vous ayez tant vu, tant voyagé, tant souffert? J'ai beaucoup souffert, oui, madame, répondit Monte Cristo. Mais vous êtes heureux maintenant? Sans doute, répondit le comte, car personne ne m'entend me plaindre. Et votre bonheur présent vous fait l'âme plus douce? Mon bonheur présent égale ma misère passée, dit le comte. N'êtes-vous pas marié? Demanda la comtesse.
Moi marié, répondit Monte Cristo en tressaillant. Qui a pu vous dire cela? On ne me l'a pas dit, mais plusieurs fois on vous a vu conduire à l'opéra une jeune et belle personne. C'est une esclave que j'ai achetée à Constantinople, madame, une fille de prince dont j'ai fait ma fille, n'ayant pas d'autre affection au monde. Vous vivez seul ainsi? Je vis seul. Vous n'avez pas de sœur, de fils, de père? Je n'ai personne. Comment pouvez-vous vivre ainsi, sans rien qui vous attache à la vie? Ce n'est pas ma faute, madame. À Malte, j'ai aimé une fille et j'allais l'épouser, quand la guerre est venue et m'a enlevé loin d'elle comme un tourbillon. J'avais cru qu'elle m'aimait assez pour m'attendre, pour demeurer fidèle même à mon tombeau. Quand je suis revenu, elle était mariée. C'est l'histoire de tout homme qui a passé par l'âge de 20 ans. J'avais peut-être le cœur plus faible que les autres, et j'ai souffert plus qu'ils n'eussent fait à ma place. Voilà tout. La comtesse s'arrêta un moment, comme si elle eût eu besoin de cette halte pour respirer. Oui, dit-elle, et cet amour vous est resté au cœur. On n'aime bien qu'une fois. Et avez-vous jamais revu cette femme? Jamais. Jamais. Je ne suis point retourné dans le pays où elle était. À Malte? Oui, à Malte. Elle est à Malte alors? Je le pense. Et lui avez-vous pardonné de ce qu'elle vous a fait souffrir? À elle, oui. Mais à elle seulement, vous haïssez toujours ceux qui vous ont séparé d'elle. La comtesse se plaça en face de Monte Cristo. Elle tenait encore à la main un fragment de la grappe parfumée. Prenez, dit-elle. Jamais je ne mange de muscat, madame, répondit Monte Cristo, comme s'il n'eût été question de rien entre eux à ce sujet. La comtesse lança la grappe dans le massif le plus proche avec un geste de désespoir. Inflexible, murmura-t-elle. Monte Cristo demeura aussi impassible que si le reproche ne lui était pas adressé. Albert accourait en ce moment. Oh, ma mère, dit-il, un grand malheur. Quoi, qu'est-il arrivé? Demanda la comtesse en se redressant, comme si, après le rêve, elle eût été amenée à la réalité. Un malheur, avez-vous dit? En effet, il doit arriver des malheurs. Monsieur de Villefort est ici. Eh bien? Il vient chercher sa femme et sa fille. Et pourquoi cela? Parce que madame la marquise de Saint-Méran est arrivée à Paris, apportant la nouvelle que monsieur de Saint-Méran est mort en quittant Marseille, au premier relais. Madame de Villefort, qui était fort gaie, ne voulait ni comprendre ni croire ce malheur, mais mademoiselle Valentine, au premier mot, et quelques précautions qu'ait prises son père, a tout deviné. Le coup l'a terrassée comme la foudre, et elle est tombée évanouie. Et qu'est monsieur de Saint-Méran à mademoiselle de Villefort? Demanda le comte. Son grand-père maternel. Il venait pour hâter le mariage de Franz et de sa petite-fille. Ah, vraiment? Voilà Franz redardé. Pourquoi M. de Saint-Méran n'est-il pas aussi bien un aïeul de Mme Danglars? Albert, Albert, dit Mme de Morcerf du ton d'un doux reproche. Que dites-vous là? Ah, monsieur le comte, vous pour qui il a une si grande considération, dites-lui qu'il a mal parlé. Elle fit quelques pas en avant. Monte Cristo la regarda si étrangement et avec une expression à la fois si rêveuse et si empreinte d'une affectueuse admiration qu'elle revint sur ses pas. Alors elle lui prit la main en même temps qu'elle pressait celle de son fils, et les joignant toutes deux, nous sommes amis, n'est-ce pas? dit-elle. Oh, votre ami, madame, je n'ai point cette prétention, dit le comte, mais en tout cas, je suis votre bien respectueux serviteur. La comtesse partit avec un inexprimable serrement de cœur. Et avant qu'elle eût fait 10 pas, le comte lui vit mettre son mouchoir à ses yeux. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord, ma mère et vous? demanda Albert avec étonnement. Au contraire, répondit le comte, puisqu'elle vient de me dire devant vous que nous sommes amis. Et ils regagnèrent le salon que venaient de quitter Valentine et monsieur et madame de Villefort. Il va sans dire que Morrel était sorti derrière eux. Chapitre 71.